beaucoup, Catel. Merci à l'ISTO de m'avoir fait participer à cette réunion et à cette matinée d'actualité jurisprudentielle. Donc, le thème que j'ai à traiter, c'est la prescription. Donc, je vous ai fait un petit PowerPoint. Je vais vous partager du coup mon écran pour que vous ayez tous le support. Il pourra être diffusé. Je l'ai envoyé déjà à Catel. Qui pourra donc vous le diffuser. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, Ok, super. Alors, on y va. Hop, c'est parti. Alors, donc, la prescription. Alors, comme vous le savez, il y a une variété des délais de prescription qui ont été mis en place par le législateur. La prescription, je vous rappelle, est une fin de non-recevoir qui rend irrecevable la demande sans examen au fond. Et parmi toutes les fins de non-recevoir, certaines en fait sont d'ordre public et doivent être relevées d'office par le juge. D'autres peuvent l'être. La prescription n'en fait pas partie. Elles ne doivent pas être relevées d'office et elles ne peuvent pas non plus l'être par le juge. Alors, le législateur a, depuis 2008, amorcé un mouvement de réduction en fait de ces délais puisqu'on est passé de délais de 5 et 30 ans, le délai qui existait avant, à des délais beaucoup plus courts, comme vous pouvez le voir en fait sur ce tableau récapitulatif, puisque notamment le délai concernant la rupture du contrat a été harmonisé à 1 an et le problème en matière de salaire, on est passé de 5 à 3 ans. Et en matière d'exécution du contrat, le délai a été fixé à 2 ans. Alors, cette variété des délais et cette réduction des délais a eu pour objectif de sécuriser les relations qui lient l'employeur avec les salariés en diminuant les possibilités finalement d'agir en justice. Il faut également signaler que, à côté de la variété des délais, on a une variété de points de départ. On a deux sortes de points de départ. Les points de départ que l'on appelle flottants. On en a deux grandes catégories. Le premier, c'est la date à laquelle, alors j'ai mis le salarié parce que c'est souvent le salarié qui est demandeur, mais le demandeur avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son droit. Donc, ce point de départ varie puisque on va devoir déterminer à partir de quel moment il a connaissance de son droit. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le délai de droit commun qui est prévu par le Code civil de 5 ans dans l'article 2224 du Code civil, mais c'est aussi ce délai qui est retenu pour le Code du travail, notamment pour les actions qui portent sur l'exécution du contrat ou en matière salariale. Vous avez un autre point de départ dit flottant en matière de discrimination et de harcèlement, puisque c'est la date de révélation de ces faits. Donc là, qui suppose aussi une variation. En revanche, vous avez un point de départ fixe pour le délai qui est relatif à la rupture du contrat, puisque ça va être 12 mois à compter, en principe, de la notification de la rupture. Alors, on le voit, cette variété à la fois des délais et cette variété des points de départ pose des problèmes de frontières, des problèmes de champ d'application et a complexifié nettement la matière et on a eu besoin d'un certain nombre de précisions. Devant ce constat, certains ont pu dire, j'ai repris des mots d'auteurs, des mots qui sont assez forts, on a parlé de chaos, le fait que l'opportunité l'emportait plus sur la raison juridique et le fait également que l'objectif de sécurité juridique, qui était pourtant recherché depuis ces réformes, n'a pas été atteint. Alors, il revient en fait de trouver un juste équilibre entre la sécurité juridique et le droit d'agir en justice. Les règles de prescription, en fait, effectivement, sont validées par la Cour européenne des droits de l'homme. Elles peuvent effectivement porter atteinte au droit d'agir en justice garanti par l'article 6 de la Convention européenne, mais elles sont validées parce que ce droit d'accès au juge n'est pas un droit absolu,
que les États ont une certaine marge de manœuvre et ils peuvent circonscrire ce droit d'accès au juge au nom d'une bonne administration de la justice et au nom du respect de la sécurité juridique. Mais la Cour vérifie qu'elle ne rende pas impossible l'action et qu'elle ne bloque pas finalement l'accès au juge. Alors, je vais vous citer 2 arrêts où justement ça a été reconnu. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Moore contre Suisse du 11 mars 2014. Cet arrêt-là a reconnu justement la violation de l'article 6 dans une affaire de salariés victimes d'amiante. Donc, le salarié engage la procédure quelques semaines avant son décès. L'action est reprise ensuite par ses ayants droit. Selon le droit suisse, donc, il avait 10 ans pour agir en justice, donc délai qui a priori paraît raisonnable, sauf que c'est le point de départ ici qui posait problème, puisque c'est le jour où le fait dommageable apparaît. Et le jour où le fait dommageable apparaît, ben, c'est le jour en fait de l'exposition aux poussières d'amiante. Qui existe entre et les maladies qui se déclarent, la Cour estime qu'en réalité, ce délai est toujours expiré parce que quand on s'aperçoit qu'on est malade, le délai en fait a déjà couru. Et elle considère qu'en raison de ce point de départ qui est un peu particulier, il y a une violation de l'article 6 par le droit suisse. Dans l'arrêt Sanofi-Pasteur contre France, là, la solution est inversée, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas la violation de l'article 6. Donc là aussi, c'était donc une action en responsabilité qui avait été intentée contre le laboratoire pharmaceutique qui était producteur et fabricant du vaccin, suite à une sclérose en plaques qui avait été déclenchée par la personne qui avait reçu le vaccin. Et pour la Cour et pour le droit français, le délai, donc, c'est 10 ans, là aussi, mais c'est à compter de la consolidation du dommage. Et là, la difficulté qui était invoquée par le laboratoire, c'est qu'en matière de sclérose en plaques, c'est une maladie évolutive et donc c'est très difficile finalement de consolider le dommage et donc en fait le délai finalement lui ne part pas et la Cour elle à l'inverse là valide ce dispositif. Donc on le voit, il y a un équilibre à trouver entre le droit d'agir en justice et la sécurité juridique. Donc on va voir quel est l'équilibre qui a été trouvé en matière sociale par la Chambre sociale qui est venue interpréter en fait les textes et préciser les textes. On va le voir d'abord pour les délais en tant que tels, puis pour les points de départ. On va voir que finalement, on va plutôt dans un sens d'une sécurisation de la prescription, mais on va voir également qu'il y a certaines solutions qui sont assez audacieuses et qui trouvent des mécanismes correctifs pour garantir le droit d'agir en justice. Alors, commençons par l'équilibre en matière de délai. Donc, l'idée, c'est de dire que les délais de prescription ont été modifiés par le législateur aussi bien, en fait, dans un sens de réduction de ces délais, qu'il y a une diversité de ces délais, une diversité des points de départ également, et que la jurisprudence, en fait, vient préciser ces délais et ces points de départ dans l'optique de donner une certaine sécurité juridique pour garantir en fait cette sécurité qui est nécessaire en matière de justice, tout en essayant de garantir aussi le droit d'accès au juge. Et donc, on va voir qu'il y a des mécanismes correctifs qui ont été mis en place pour éviter que ces délais de prescription ne portent atteinte et ne remettent en cause le droit d'agir en justice, souvent du salarié. Donc, on va voir cet équilibre à la fois sur les délais de prescription et sur les points de départ. Est-ce que c'est plus clair Bon, a priori, c'est plus clair. Alors, on va voir cet équilibre en matière de délai. Alors, concernant les délais, le législateur a mis en place un certain nombre de délais
Et la Cour a déjà apporté une première solution sur le calcul des délais de prescription. Alors, pour le calcul des délais de prescription, on a eu un arrêt du 13 avril 2023 de la Chambre sociale, qui est le premier arrêt à avoir affirmé cette solution. Donc, pour vous situer l'affaire, donc c'est un salarié qui est licencié le 9 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit le CPH par requête déposée au greffe le 9 décembre 2014. À l'époque, le délai de prescription est de 5 ans. Donc, question, est-ce que l'action était ou non prescrite? Alors, la Cour d'appel avait considéré que l'action n'était pas prescrite, mais en se fondant sur des textes du Code de procédure civile, les articles 641 et 642. La Cour de cassation aboutit à exactement la même solution. Elle nous dit que le délai, l'action n'est pas prescrite, mais elle se fonde sur un autre article par substitution de motifs, qui est l'article 2228 du Code civil, qui nous indique que les délais se comptent en jours et non en heures. Et elle en déduit que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans le délai. Donc concrètement, dans notre affaire, le jour du licenciement, c'est-à-dire le 9 décembre 2009, ne compte pas. Et le délai de prescription ne va commencer à courir que le lendemain, soit le 10 décembre 2009. Donc, quand le salarié saisit le CPH le 9 décembre 2014, le délai de 5 ans n'est pas expiré à une journée près, et donc, effectivement, l'action n'est pas prescrite. Donc, on ne tient pas compte du jour de l'événement qui déclenche en fait le délai de prescription. Alors, la solution a été rendue pour la contestation du licenciement, pour un délai donc désormais de 12 mois. Mais la solution, évidemment, concerne tous les délais de prescription, quels qu'ils soient, puisque la Cour ne cite absolument aucun délai particulier. Elle ne cite que l'article 2228 du Code civil. Donc, ça permet en fait de préciser comment calculer un délai de prescription. Alors, je vais revenir et je vais vous donner les solutions qui ont été rendues pour les principaux délais de prescription qui existent désormais en droit du travail. Alors, tout d'abord, pour le délai de 5 ans. Donc, le délai de 5 ans, il y a deux délais de 5 ans, il y a deux textes en fait. Il y a le texte en matière de discrimination, l'article 1134-5, mais il y a également le délai de droit commun qui est prévu par le Code civil et qui s'applique à défaut de règles spécifiques dans le Code du travail. On retrouve en fait le fait que le spécial déroge au général et donc si on n'a pas de règles spéciales, on va appliquer le droit commun. Donc ce délai de 5 ans s'applique par exemple pour déterminer en matière de nullité donc relative d'une clause, par laquelle notamment un salarié avait renoncé aux avantages d'une convention collective. Cette clause peut être annulée. Donc ça, c'est un arrêt de 2019. Pour savoir également s'il y a ou non contrat de travail, donc les actions en requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail, par exemple, relève du délai de prescription de 5 ans. C'est un arrêt du 11 mai 2022. On va voir que ce n'est pas toujours ce délai-là, hein, notamment la requalification d'un CDD en CDI, ça ne va pas être le délai de 5 ans. Donc là, le fait de savoir s'il y a contrat de travail ou pas, c'est le délai de droit commun. Et en matière de harcèlement également, c'est le délai de droit commun, parce qu'on a un texte spécifique pour la discrimination, mais on n'en a pas pour le harcèlement. Donc, que ce soit du harcèlement sexuel ou moral, c'est le délai de droit commun de 5 ans. C'est un arrêt du 9 juin 2021. Lorsqu'on est en discrimination, la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a précisé que ce délai primait sur d'autres délais. Donc, c'est une solution qui est plutôt favorable aux salariés. Donc, c'était dans une affaire où le salarié avait demandé
le paiement d'une gratification qui résultait donc d'une médaille du travail. Et cette demande était fondée sur des faits de discrimination. Et en fait, il n'avait pas obtenu cette gratification en invoquant donc un fait de discrimination. Et la Cour précise que dans ce cas-là, il ne relève pas du délai, cette action ne relève pas du délai de 2 ans, mais de la prescription liée à la discrimination et donc une prescription quinquennale. Remarque, la plupart des délais de prescription peuvent faire l'objet d'un aménagement par des clauses du contrat. Ça n'est pas possible en fait en matière de discrimination. Donc ça, ce sont les arrêts qui ont été rendus pour le délai de 5 ans. Voyons maintenant les délais pour les créances salariales, qui est donc un délai de 3 ans. C'est l'article L 3245-1 du Code du travail. Et la Cour de cassation donc, a rendu plusieurs arrêts, là aussi, du 30 juin 2021, pour préciser dans quel cas ce délai de 3 ans s'appliquait. Donc, la clé qui va être utilisée par la Cour de cassation, c'est de rechercher quel est le délai applicable à l'objet principal de la demande, et peu importe le fondement ou la conséquence de cette demande. Alors, c'est ainsi qu'elle a jugé, par exemple, dans un premier arrêt du 30 juin 2021, que l'action en paiement d'un rappel de salaire qui est fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait jour est soumise à la prescription triennale des salaires. Donc, le fondement de l'action, c'est dire que la convention de forfait jour, en fait, n'est pas valable. Donc, ça déclenche un rappel d'heures supplémentaires et donc un rappel de salaire. Donc, la demande principale, c'est bien un rappel de salaire. Le fondement, c'est la convention de forfait jour. Donc, comme la demande principale, c'est du salaire, c'est 3 ans. C'est exactement la même solution pour le rattrapage de salaire lié à une requalification d'un contrat de travail à temps partiel en temps complet. C'est un autre arrêt du 30 juin 2021, ou également, donc, quand vous avez une atteinte à l'égalité de traitement, ou une contestation, un rattrapage de salaire qui résulte d'une contestation de la classification. Donc, on le voit, c'est l'objet principal, rattrapage de salaire, qui est enfermé dans ce délai de 3 ans, et peu importe le fondement. Alors, cette solution, parfois, peut être difficile, en fait, à appréhender entre l'objet principal de la demande et le fondement. Quel est l'objet ou la conséquence? C'est pas toujours très simple, en fait, de faire cette distinction, enfin, à mon sens, hein. Donc, ça peut soulever, c'est pour ça que ça a soulevé quand même beaucoup de contentieux et beaucoup d'arrêts qui ont été rendus dans ce sens. Alors, en revanche, quand la nature de la créance ne relève pas d'une créance salariale, ce n'est pas ce délai de 3 ans qui s'applique. La Cour l'a jugé dans un arrêt du 23 mars 2022 à propos des sommes qui résultent de la participation et de l'intéressement. Alors, il y a une jurisprudence assez cohérente de la Cour de cassation sur cette question-là, pour dire que ça n'est pas du salaire, que ça ne se substitue pas au salaire et que ça n'a pas la nature d'un salaire pour plein de raisons différentes. La question qui se posait, si elle avait écarté le délai de 3 ans, est-ce que ça voulait dire qu'on était dans le délai de 5 ans, le délai de droit commun, ou est-ce qu'on appliquait le délai de 2 ans, le délai lié à l'exécution du contrat de travail? Alors, dans un premier temps, la Cour de cassation et certains juges du fond ont appliqué le délai de droit commun. Et finalement, il faut attendre des arrêts de 2023, 1er mars 2023 et 13 avril 2023, pour dire que c'est le délai de 2 ans qui s'applique. Donc, on peut considérer que les frais aussi pourraient être, on aurait une même solution pour toutes les créances qui ne sont pas de nature salariale. On appliquerait des délais relatifs à l'exécution du contrat. Alors justement, voyons ce délai de 2 ans sur l'exécution du contrat. Je vous ai mis quelques exemples où c'est ce délai qui est utilisé, donc notamment la demande de remboursement de frais professionnels.
Ce n'est pas une créance salariale, mais ce n'est pas non plus le délai de 5 ans de droit commun, c'est lié à l'exécution du contrat. En 2022, la Cour a jugé la même chose pour l'absence de transfert de contrat de travail s'il y a une violation, donc au transfert automatique des contrats de travail en cas de cession d'entreprise. C'est également le délai de 2 ans. Alors, l'arrêt a été rendu dans un contexte de procédure collective, mais ça ne change pas du tout la solution. Pour le préjudice d'anxiété, c'est également le délai de 2 ans, que ça soit lié à l'amiante ou à d'autres matières dangereuses, c'est ce délai de 2 ans. Il n'y a que le point de départ en fait qui change, puisque lorsque c'est une substance autre que l'amiante et que donc il n'y a pas une publication de l'entreprise sur les bénéficiaires des départs anticipés à la retraite, le point de départ, ce sera la connaissance du risque. La priorité de réembauchage, c'est également 2 ans. Et la demande de requalification d'un CDD en CDI, c'est également 2 ans. Donc ça, c'est un arrêt du 3 mai 2018. Ce n'était pas du tout évident. Hein. La demande en requalification d'un CDD en CDI, c'est la solution donc, qui est rendue par la Cour de cassation désormais. Alors, la Cour a également jugé que ce délai de 2 ans est un délai qui est conforme à l'article 6 de la Convention. On pouvait se poser la question du fait que ce délai a été réduit en 2013. Est-ce qu'il n'était pas trop court et est-ce qu'il ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit d'agir en justice? La Cour de cassation rejette cette analyse et elle considère que c'est tout à fait conforme à l'article 6. Alors, elle s'appuie sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ce qui soulève difficulté dans cette décision, c'est qu'elle nous dit que ça a pour finalité donc de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié, et elle précise, dûment informé des voies et des délais. Or, il n'est pas certain justement que l'information soit toujours donnée aux salariés. Notamment en matière de notification du licenciement, le délai devait être rappelé dans la lettre de notification. Désormais, ce n'est plus le cas. Donc, il n'y a pas forcément une information du salarié. Et donc, est-ce que c'est une condition à la conventionnalité de ce texte ou pas, ou est-ce que c'est une condition d'application de ce délai? Il va falloir en fait qu'elle précise, que la Cour de cassation précise qu'elle a entendu par cette condition. Alors, voyons maintenant, donc une fois qu'on a vu que les délais avaient été, précisés, cadrés, la Cour de cassation a précisé le champ d'application des différents délais qui sont susceptibles de s'appliquer. Il y a plusieurs mécanismes correctifs qui apparaissent et qui permettent de mieux garantir le droit d'accès au juge. Alors, premier mécanisme, un mécanisme légal, c'est la suspension des délais de prescription. Le droit commun prévoit des mécanismes de suspension et d'interruption, c'est les articles 2230 et suivants du Code civil. Ça s'applique à la matière prud'homale. Et il y a eu un arrêt très intéressant, donc du 25 janvier 2023, qui a reconnu que l'état de santé du salarié pouvait rendre impossible, pouvait mettre le salarié dans l'impossibilité d'agir en justice. C'est un empêchement qui résulte en fait de la force majeure. Dans cette affaire, c'était un salarié qui avait des troubles anxio-dépressifs pendant une durée qui était assez longue, pendant 3 ans, et la Cour précise que pendant ce délai de 3 ans, et en raison de ses problèmes de santé, elle n'avait pas pu gérer son dossier, la personne n'avait pas pu gérer son dossier prud'homal, et elle était donc dans l'impossibilité d'agir en justice. Donc, ça a entraîné une suspension de son délai d'agir en justice pour contester son licenciement, donc là, 1 an. On peut penser que ça ne s'appliquera pas nécessairement à toutes les causes de suspension du contrat de travail, parce qu'il n'y a pas toujours une impossibilité d'agir en justice, mais là, en matière de maladie, elle l'a reconnu, donc à ma connaissance, c'est la première fois qu'elle le dit aussi, qu'elle le dit. Alors, il y a une deuxième cause d'interruption des délais de prescription, c'est grâce à la demande en justice. Et cette demande en justice, donc, interrompt les délais de prescription, même si le Conseil des prud'hommes est incompétent. Donc, c'est prévu par le Code civil, c'est 2241.
du Code civil et c'est repris dans l'article R 1452-1 du Code du travail, avec une différence de rédaction parce que le Code civil vise aussi les délais qui sont prescrits à peine de forclusion. Le Code du travail ne prévoit que les délais de prescription en tant que tels. Alors, un nouveau délai va donc recommencer à courir à l'issue du procès. En revanche, hein, si la demande est déclarée irrecevable en application d'une fin de non-recevoir, l'interruption par la saisine du juge devient non avenue. Donc, c'est plutôt risqué, ça peut être risqué en fait pour le salarié. Alors, cet effet interruptif de la demande en justice ne s'étend pas en principe d'une action à l'autre. Elle ne vaut qu'au sein d'une même action. La Cour de cassation a précisé en fait ce qu'il fallait, le champ d'application de cet effet interruptif dans un arrêt du 15 septembre 2021. Elle a rappelé donc ce principe de l'effet interruptif de la demande et le fait que cette interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à l'autre, mais elle met une nuance. Il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Donc, elle considère que l'effet interruptif qui est attaché à une demande relative à l'exécution du contrat ou à sa rupture ne va pas s'étendre à la demande reconventionnelle qui va tendre à voir prononcer la nullité du même contrat. Donc, ça va pouvoir concerner l'effet interruptif des demandes qui vont être relatives à l'exécution ou à la rupture, mais en revanche, ça ne va pas pouvoir s'appliquer à l'hypothèse lorsqu'on fait une demande relative à la nullité et à la validité du contrat. Donc, en l'espèce, c'était le cas. Le salarié donc avait contesté la rupture de son contrat et l'employeur, à titre reconventionnel, invoque la nullité du contrat. C'est un problème en fait de cumul de mandat social avec le contrat de travail. Donc là, c'est un délai de prescription de droit commun, 5 ans. Le problème, c'est que le point de départ de ce délai, c'est 5 ans. Donc le point de départ, en fait, avait été dépassé et il n'y avait pas non plus possibilité d'invoquer l'interruption d'instance par cette demande en justice. Il n'y a pas, en fait, d'extension à ce mécanisme. Donc, il va falloir, en fait, que l'employeur, du coup, fasse des demandes préventives, en quelque sorte. Ils n'attendent pas forcément que le salarié, finalement, l'assigne en justice pour contester son licenciement, ce qui va poser, en fait, potentiellement un certain nombre de difficultés. Alors, autre difficulté, sur l'effet interruptif en cas de demande d'aide juridictionnelle. Alors, la demande d'aide juridictionnelle permet d'interrompre là aussi les délais de prescription de la saisine de la juridiction qui recommence à courir à compter de la notification de la décision d'admission. Donc, il y a un décalage entre le moment où on fait une demande d'aide juridictionnelle et le moment où cette demande est acceptée. Et normalement, donc là, les parties doivent saisir la juridiction et donc le CPH dans l'année qui suit la décision d'admission de l'aide juridictionnelle. Alors, dans l'arrêt du 12 juillet 2022, le salarié fait une première demande, il obtient satisfaction, il était assisté par son avocat et l'avocat ne saisit pas le CPH dans l'année. Donc, ils refont une demande d'aide juridictionnelle quelques mois plus tard et cette fois-ci, ils saisissent le CPH dans l'année qui suit la décision d'admission, la deuxième décision d'admission d'aide juridictionnelle. Et la Cour de cassation, donc dans cet arrêt du 12 juillet 2022, nous dit que cette demande d'aide juridictionnelle qui interrompt les délais de prescription ne s'applique qu'à la première demande d'aide juridictionnelle et il n'y a pas d'effet interruptif en cas de deuxième demande d'aide juridictionnelle qui aurait suivi la caducité de la première admission. Donc, il faut qu'il soit vigilant. Alors, le deuxième moyen pour corriger ou essayer de garantir au mieux le droit d'agir en justice, c'est d'écarter certains délais.
Alors, c'est le cas, par exemple, du délai de 2 ans en matière d'exécution du contrat lorsque le salarié fait une demande en résiliation judiciaire. Donc, c'est un arrêt du 27 septembre 2023. Donc, à l'époque, c'était 5 ans, hein, le délai était de 5 ans, mais aujourd'hui, ça serait le délai de 2 ans. Les juges du fond avaient déclaré prescrite une demande en résiliation judiciaire faite par le salarié qui invoquait un manquement de l'employeur à ses obligations relatives aux visites médicales de reprise en cas d'inaptitude. Donc, pour les juges du fond, le délai, en fait, était lié à l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Et donc, c'est le délai, c'est vu comme la demande de résiliation est vue comme une sanction de l'inexécution. La Cour de cassation casse l'arrêt et elle nous dit que ce délai donc à l'époque de 5 ans et aujourd'hui de 2 ans, ne s'applique pas et que la demande de résiliation peut être faite tant que le contrat n'est pas rompu. Et donc, peu importe la date des faits reprochés, du manquement reproché à l'employeur et qui pourrait justifier en fait la résiliation judiciaire. Elle nous dit ce n'est pas un problème d'exécution du contrat. De fait, ça peut rendre la demande imprescriptible en quelque sorte tant que le contrat n'est pas rompu. Alors, également, il y a eu un autre délai qui a été écarté qui concerne cette fois-ci un délai relatif à la nullité d'un accord collectif, puisque désormais le délai pour demander la nullité d'un accord collectif depuis les ordonnances de 2017, c'est un délai de 2 mois. C'est l'article 2262-14. Donc, on a eu un premier arrêt du 21 septembre 2022 qui s'est positionné sur la nature de ce délai en disant qu'il s'agissait d'un délai de forclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a justement aucun mécanisme de suspension, aucune interruption, ni même d'aménagement conventionnel. Donc, la Cour le précise donc dans cet arrêt, et elle précise également que le point de départ, c'est la publication donc, dans le bulletin officiel des conventions collectives qui donne une date certaine aux accords de branche. Alors, la difficulté, c'est que ce délai, donc non seulement il est court, en plus il est à peine de forclusion, donc il est particulièrement dangereux en fait pour les parties. Et le Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé sur la validité au regard du bloc de constitutionnalité de ce délai et il avait émis, au moment de la loi de ratification des ordonnances de 2017, une réserve d'interprétation en disant que ce délai ne s'appliquait pas lorsque on invoquait la nullité d'un accord collectif par exception comme moyen de défense. Et donc là, l'idée, c'était que ce délai était imprescriptible. Quand défense, la nullité d'un accord collectif. La Cour de cassation a consacré partiellement cette réserve d'interprétation dans un arrêt du 22 mars 2022. Elle admet en fait qu'un syndicat ou que le CSE puisse opposer l'illégalité d'un accord collectif sans délai particulier. Alors, en revanche, elle parle d'exception d'illégalité et non pas d'exception de nullité qui est encadrée par le Code civil dans l'article 1185 du Code civil. Donc, elle écarte ce texte qui pose des conditions pour pouvoir invoquer l'exception de nullité. Elle parle d'exception d'illégalité et elle n'utilise pas du coup de conditions particulières et elle ne l'enferme pas dans un délai. Donc, ce qui permet d'invoquer comme moyen de défense la nullité d'un accord collectif au-delà de ce délai de 2 mois. Alors attention en revanche, c'est que cette exception d'illégalité ne vaut pas pour les signataires de l'accord. Il faudra qu'ils respectent le délai de 2 mois. C'est un arrêt de la Chambre sociale du 19 octobre 2022 qui a été dans ce sens. Autre moyen correctif, c'est la neutralisation par la Cour de cassation de ce qu'on appelle le délai butoir lorsqu'il empêche en fait l'action en justice. Alors, c'est un arrêt du 3 avril 2019 qui a posé cette solution, donc ce n'est pas dans tous les cas, bien évidemment. Les faits sont les suivants. Donc, c'est un salarié qui part en expatriation en 1979 et l'employeur apparemment ne cotise pas correctement à la caisse de retraite des salariés expatriés.
Donc, notre salarié s'en aperçoit au moment où il liquide ses droits à la retraite en 2012. À l'époque, le délai donc de prescription est de 5 ans, à compter donc de la liquidation de ses droits à la retraite, à partir du moment où il a eu connaissance de ses droits, et il saisit effectivement le Conseil des prud'hommes en décembre 2013. Donc, il est bien dans le délai de prescription. Le problème, c'est le cumul avec un autre délai qu'on appelle le délai butoir, qui est fixé par l'article 2232 du Code civil, qui nous dit que normalement, on ne peut agir en justice que dans un délai de 20 ans à compter de la naissance du droit. Donc, en matière de droit à la retraite, la naissance du droit, c'est à partir non pas en fait de la connaissance de ses droits à la retraite, mais c'est à partir du moment où le salarié en fait a été expatrié, donc en 79. Donc, le délai butoir de 20 ans, il a couru jusqu'en 1999. Et si en fait on veut respecter à la fois le délai de prescription et le délai butoir, on s'aperçoit que le salarié en fait il ne peut pas agir en justice. Donc la Cour de cassation fait une interprétation extrêmement favorable dans cette affaire en disant que ce délai butoir ne peut pas priver le salarié de son droit d'agir en justice. Et donc, ce délai ne peut pas être opposé au salarié et empêcher son action en justice. C'est une atteinte à l'article 6. Donc, on voit que certains délais qui peuvent poser problème sont écartés par la Cour de cassation pour garantir au mieux le droit d'accès au juge. Alors, voyons maintenant quel est l'équilibre qui a été trouvé en matière de point de départ des délais de prescription. Il y a 2 remarques à faire avant de voir cette sécurisation des points de départ. Tout d'abord, la première remarque, c'est que la Cour fait une analyse in abstracto de ces points de départ. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas le délai demandeur par demandeur. Elle va fixer des délais qui vont être les mêmes, les points de départ qui vont être les mêmes, quel que soit le demandeur, justement pour asseoir une certaine sécurité juridique. Ensuite, deuxième remarque, le délai de prescription qui concerne l'action en justice n'est pas forcément le même que le délai qui va porter sur le fond du droit, sur la réparation demandée ou sur la somme réclamée. On va le voir en matière de salaire. Alors, on va voir qu'il y a une sécurisation de ces points de départ, mais cette sécurisation n'est pas totale. Il y a encore un certain nombre d'incertitudes et les solutions sont parfois complexes à mettre en place. Et là aussi, on va voir un certain nombre de mécanismes correctifs. Alors, tout d'abord, la sécurisation du point de départ. On va commencer par le point de départ en matière de créances salariales. On a eu 2 arrêts qui ont été rendus en 2022, 9 juin et 14 décembre, qui a priori portent des solutions différentes, mais qui vont s'expliquer par la demande en fait du salarié qui n'est pas la même qui n'est pas totalement identique. Dans ces 2 affaires, donc c'est une action en rappel de salaire en raison d'une requalification d'un temps partiel en temps complet. Donc là, le délai, c'est 3 ans, puisque c'est l'objet principal de la demande, un rappel de salaire, et le fondement de cette demande, c'est la requalification d'un temps partiel en temps complet. La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que ce délai, donc qui court en principe à compter de la connaissance du droit par les salariés de leur créance, et à compter, et donc à la date à laquelle ils sont censés connaître cette créance, c'est-à-dire à compter de l'exigibilité de la créance salariale. C'est une solution constante depuis au moins 2013 dans ce sens. Donc, ce n'est pas la date de l'irrégularité qui est invoquée par le salarié qui doit être pris en compte, mais c'est la date à laquelle la créance devient exigible, c'est-à-dire la date habituelle du paiement du salaire. Donc là, pas de nouveauté. Et là, donc en l'espèce, les 2 actions n'étaient pas prescrites. Ensuite, deuxième question, quelle somme peut réclamer en fait le salarié? Donc, en cas de rupture du contrat, le salarié peut demander un rappel sur les sommes dues au titre des 3 dernières années, soit à compter du jour où il a dû connaître en fait cette créance, donc c'est-à-dire l'exigibilité du dernier salaire versé, soit 3 ans précédant la rupture. Et c'est ici que la solution diffère,
puisque dans le premier arrêt du 9 juin 2022, ils ont admis un rattrapage de salaire, mais ils ne sont pas remontés 3 ans avant la rupture parce que ça n'avait pas été demandé par le salarié. Alors que dans la deuxième affaire, ils ont pu remonter 3 ans avant la rupture du contrat parce que c'est précisément ce que demandait le salarié. Et donc là, on voit bien que le délai de prescription de l'action n'est pas le même que le délai qui porte sur les sommes réclamées. Alors, précision également sur le point de départ fixe, cette fois-ci pour la contestation de la rupture. Alors, la rupture, on l'a vu, hein, c'est un délai de 12 mois à compter de la rupture du contrat et en principe la notification de la rupture. Alors, ça a été précisé pour la rupture conventionnelle individuelle, c'est la date de l'homologation, y compris une homologation tacite de la part en fait de la DRIS. Il en est de même pour l'indemnisation du salarié qui a été licencié pour motif économique. C'est 12 mois à compter de la notification de son licenciement pour motif économique, même si cette indemnisation fait suite à une annulation du PSE par les juges administratifs et que le salarié qui a saisi le Conseil des prud'hommes n'est pas partie à l'instance devant les juridictions administratives. Donc, même si c'est un autre salarié qui fait l'action devant les juges administratifs, il n'a pas à attendre la décision du juge administratif pour saisir en fait le CPH. Il doit le faire dans les 12 mois qui suivent la notification de son licenciement. Et également, ça a été confirmé aussi hein, pour la prise d'acte. Quand il s'agit d'imputer la rupture à l'employeur, c'est la date de la prise d'acte qui va faire courir le délai de 12 mois et non pas les faits reprochés à l'employeur. Idem pour la retraite, hein, dans un arrêt du 4 octobre 2023, c'est la date à laquelle le salarié a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite, avec une nuance lorsque le départ à la retraite s'inscrit dans un dispositif collectif auquel il aurait adhéré. Et donc là, ça sera à compter de la rupture effective de la relation de travail. C'était le cas dans l'arrêt en question. Alors, il y a quelques incertitudes, puisque lorsque on a une demande de précision des motifs ou une précision spontanée des motifs de licenciement par l'employeur, est-ce que le délai de 12 mois est reporté ou pas? On peut se poser la question. La solution n'a pas été tranchée. Quid également de la prescription pour contester une démission présumée? Vous savez que depuis décembre 2022, un salarié qui est absent et qui n'a pas justifié dans un délai qui est fixé par l'employeur et qui est d'au minimum 15 jours est présumé désormais démissionnaire, mais il peut contester sa démission directement au bureau de jugement. On n'a pas précisé le délai de prescription, donc on peut penser que c'est 12 mois. Quel est le délai? En fait, le point de départ, on peut penser que c'est l'expiration du délai de 15 jours calendaires qui doit être minimum, hein, qui doit être donné par l'employeur pour demander les justifications de cette absence. Alors, tentative également de sécurisation en matière de requalification d'un CDD, puisque là, on a eu plein de jurisprudence pour préciser le point de départ. Et le point de départ, en fait, varie en fonction de la raison, du motif invoqué pour obtenir la requalification du CDD en CDI. Alors, ça peut être la signature du contrat, si c'est sur le formalisme. Ça peut être le terme du contrat, si ça repose sur le motif du cas de recours. Ça peut être le premier jour d'exécution du second contrat quand on a les problèmes de renouvellement ou de délai de carence. Et ça peut être même le terme du dernier contrat quand on invoque en fait le fait que le CDD pourvoit l'activité, un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise. Donc, on voit le point de départ, il est très variable et peut être potentiellement éloigné entre la conclusion du premier CDD et la fin du dernier CDD en cas de renouvellement successif. Quid en cas de pluralité de causes de requalification? Est-ce qu'on fait une analyse en fait distributive des points de départ? La Cour de cassation ne s'est pas prononcée à ma connaissance sur cette difficulté. Donc, ça risque de poser des difficultés. Et là, à mon avis, la sécurité
n'est sans doute pas totalement au rendez-vous. Alors, pour finir, on va voir que la Cour de cassation a mis en place un certain nombre de mécanismes correctifs également, qui va permettre de retarder au maximum le point de départ pour éviter justement de remettre en cause le droit d'agir en justice. Alors, c'est le cas en matière de discrimination et de harcèlement, qui sont des phénomènes qui se prolongent en fait dans le temps, qui ne sont pas un instant T, mais qui supposent en fait un déroulement dans le temps. En matière donc de discrimination ou de harcèlement, c'est la révélation de ces faits, alors c'est-à-dire à la fois la connaissance de ce fait, mais aussi la prise de conscience que ça peut être le résultat possible d'une discrimination. Donc le point de départ, ça a été tranché dans un arrêt du 31 mars 2021, c'est la date à laquelle les faits discriminatoires invoqués par le salarié ont cessé de produire leurs effets. Donc c'est-à-dire concrètement, à la fin de la relation de travail et donc après la rupture du contrat, à partir de la rupture du contrat de travail. Pour certains, ça aboutit en fait à une imprescriptibilité de cette action. Tant que la discrimination dure, le délai en fait ne court pas. Alors la solution a été rendue des prescriptions qui à l'époque étaient trentenaires. Aujourd'hui, évidemment, ça s'applique exactement de la même manière que le délai ait été réduit à 5 ans. Alors, attention, cependant, pour ce délai de 5 ans, hein, ça ne concerne que le droit d'agir en justice, mais on peut invoquer des faits qui remontent beaucoup plus loin dans le temps. Et pareil pour la réparation du préjudice, puisque c'est une réparation intégrale du préjudice. Donc, on peut remonter aussi pour obtenir l'indemnisation sur des faits beaucoup plus anciens. En matière de harcèlement, la solution est exactement la même. 9 juin 2021, même si le fondement ici, c'est le droit commun et non pas un texte spécifique. On retrouve le même point de départ lorsque on fait une action en qualification du contrat de travail. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'action, c'est un délai de prescription de droit commun, 5 ans. Et en plus, on nous dit que le point de départ, ce n'est pas le jour de la conclusion du contrat, mais c'est bien, en fait, la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. Donc, la fin de la relation contractuelle. Parce que le salarié, en fait, ou la personne qui demande la requalification contrat de travail, retrouve en fait son autonomie et n'est plus sous la subordination. Dernier point de départ décalé le plus loin possible, dans un arrêt du 2 mars 2022 pour l'action d'indemnisation d'une clause illicite. Donc, à l'époque, c'était donc délai de droit commun, donc 5 ans. Là encore, le point de départ pour la Cour d'appel, c'était la date de la signature du contrat. Et la Cour de cassation, c'était une clause illicite qui cachait une clause de non-concurrence sans contrepartie. La Cour de cassation casse l'arrêt et elle nous dit que le point de départ, c'est au moment en fait de la manifestation du dommage, c'est-à-dire non pas au moment de la stipulation de la clause et donc la conclusion du contrat, mais au moment de sa mise en œuvre. Dernier exemple, l'action en contestation de la priorité d'embauche. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'était 2 ans, délai relatif à l'exécution du contrat, mais son point de départ, c'est à partir du jour où la priorité de réembauchage a cessé. Or, cette priorité de réembauchage, on a un délai d'1 an à compter de la notification du licenciement pour motif économique pour s'en prévaloir. Donc, en réalité, pour contester ce non-respect de la priorité de réembauchage, on a un délai total de 3 ans à compter de la notification du licenciement pour pouvoir agir en justice. Donc, on le voit, on a retardé au maximum le délai pour agir en justice en décalant son point de départ. Alors, pour conclure, on a également en pratique des stratégies de contournement ou de détournement de ces délais de prescription. On va donc développer des saisines préventives et demander des jonctions d'instance devant le Conseil des prud'hommes pour éviter que la demande nouvelle soit déclarée prescrite parce qu'elle ne bénéficierait pas forcément de l'interruption de la prescription en raison de la saisine du juge. Donc ça, c'est la première technique. Et la deuxième technique, c'est d'utiliser d'autres fondements
ou d'autres demandes qui sont enfermées dans des délais de prescription plus favorables. Alors, c'est le cas, par exemple, lorsqu'on conteste son licenciement. Donc, normalement, on a 12 mois pour agir avec un point de départ fixe. Et on peut avoir tendance à utiliser le délai en matière de discrimination ou de harcèlement, qui a un délai non seulement plus long, avec un point de départ également peut-être plus favorable. Alors, se posent en fait plusieurs questions, hein. Est-ce que si la discrimination ou le harcèlement n'est pas reconnu, est-ce que le juge peut malgré tout donner des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle sérieuse qui seraient invoqués à titre subsidiaire? La question va se poser parce qu'on aurait dépassé en fait le délai de prescription de 12 mois. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres stratégies de contournement? Alors, certains l'invoquent, sur notamment l'action collective syndicale, qui n'est pas enfermée dans un délai particulier, donc qui est soumis au délai de 5 ans, qui permettrait en fait d'échapper à des délais de prescription plus courts. Donc, ce sont des questions actuellement soulevées et qui permettraient en fait de contrecarrer cette volonté du législateur de raccourcir les délais. Je vous remercie.